Bonjour, honorable Ali Puissena. Bonjour Togo Info. La rentrée scolaire est dans quelques semaines, alors que les enseignants volontaires ne sont pas encore payés. Quelle analyse vous en faites de cette situation des enseignants volontaires? Je trouve que c'est une situation un peu difficile, particulièrement pour eux, surtout que nous sommes en crise. Vous savez, avec la crise de coronavirus, les dépenses de tout le monde ont augmenté, les ressources sont de plus en plus rares. Et bon, je pense qu'il faut continuer à discuter avec le gouvernement pour trouver une solution à leurs problèmes. Déjà, vous dites enseignants volontaires, donc c'est déjà des gens qui se sacrifient. Donc il faut vraiment qu'on fasse un effort pour leur trouver une solution. Et aussi, je leur demande de prendre le travail d'une façon comme une mission, hein. Donc les choses ne sont pas roses, mais qu'ils continuent à discuter et qu'on trouve un compromis. Parce que l'éducation, c'est important. Tant vaut l'éducation, tant vaut la nation, hein, d'une certaine façon. Donc j'invite au dialogue les deux parties, et le gouvernement et les enseignants, à continuer à discuter pour qu'on trouve une solution. Parce que tout travail mérite un salaire. Donc ils doivent être payés, on doit trouver une façon de les satisfaire et de les mettre à l'aise. La rentrée scolaire là, va commencer bientôt, alors que les appartements que le gouvernement a demandé qu'ils vont construire ne sont pas encore construits. Comment ces élèves vont faire les rentrées, qu'il n'y aura pas De de problème. problème pour la multiplication de Covid? Ben, je ne peux pas aller dans trop de détails. J'ai rencontré le ministre de l'Éducation il y a quelques jours pour justement discuter de ces questions-là. Et ils sont en train de mettre des mécanismes en place qui vont permettre de reprendre. Bon, il faut comprendre que la situation n'est facile, pas facile pour qui que ce soit, hein. C'est que nous ne sommes pas dans des conditions normales. Donc rien ne sera parfait. Mais dans les conditions dans lesquelles nous sommes, ils vont essayer d'agir au mieux. Parce que l'éducation, c'est important. Idéalement, comme opposition ou comme député, moi j'aurais pensé qu'on aurait reporté la rentrée à janvier pour qu'on fasse de janvier à juillet ou bien même août de façon condensée. Comme ça, on évite de commencer en novembre, arrêter en décembre pour les congés revenir. Mais le gouvernement a sa grille d'analyse et aussi font ce qu'il y a à faire. Et on va aller et en allant, on va voir comment les choses vont s'ajuster. Vous venez de rendre hommage à Feu Nachamba Fabare, qui était aussi un député d'alors. Et pourquoi vous avez choisi à lui rendre hommage? Ben, en réalité, selon l'article 13 de notre règlement intérieur, les présidents de l'Assemblée ont donc droit à cet hommage-là. Donc c'est une disposition légale à laquelle nous sommes en train de nous conformer. Et bon, vous savez que le président Nachaba a servi l'État togolais, et donc bon, c'est dans l'ordre des choses que, comme ancien président de l'Assemblée, il a droit à ces honneurs-là. Tous les anciens présidents de l'Assemblée nationale auront droit à ces honneurs-là. Même Agbeome aussi, si Absolument, un jour... absolument, probablement même plus, puisque lui, il a été Premier ministre, président de l'Assemblée et tout le reste. Donc, non, c'est tout à fait normal. Et je saisis l'occasion pour présenter les condoléances à sa famille, et à sa famille biologique et politique, et prier pour le repos de son âme. L'Assemblée nationale a tenu le 20 octobre dernier sa cinquième séance plénière de la session ordinaire de l'année 2020. Cette séance, il s'agit de quelle séance? Il s'agit d'un débat sur l'orientation budgétaire. Donc, en fait, c'est juste pour pouvoir. C'est un exercice de prospective qui permet de voir sur 2 3 ans la tendance que va prendre les recettes et les dépenses du budget. Donc, en attendant que le budget 2021 arrive, ça nous permet d'avoir une idée de quelles sont les projections du gouvernement en termes de recettes et de dépenses. Et donc, c'est à cet exercice-là qu'on s'est plié. Et ça s'est très bien passé. Bon, maintenant, il faut comprendre que nous sommes en crise. Donc, la situation évolue, les choses changent. Donc, il ne faut pas prendre pour parole d'évangile ce que nous avons adopté. Ça changera nécessairement parce qu'on ne sait pas encore quel va être l'impact final de la crise à coronavirus au plan sanitaire, au plan économique. Donc, bon, c'est un travail que nous avons fait, mais il faut le prendre avec des pincettes. Et bon, les choses vont s'ajuster dans les budgets annuels qui vont se faire. Monsieur Honorable Ali Puissena, pourquoi votre parti UFC n'est pas dans le gouvernement? Ça, c'est une question compliquée que vous me posez. Ce n'est pas une question compliquée en réalité. Vous allez noter que depuis janvier 2019, nous avons quitté le gouvernement parce que nous avons occupé la deuxième place lors des législatives de 2018.
Donc nous sommes de facto chef de file de l'opposition. Donc comme chef de file de l'opposition, notre rôle, c'est de proposer des politiques alternatives à celles que propose le gouvernement et de porter les aspirations de l'opposition. Donc ce n'est pas ce gouvernement-là qui fait quelque chose de spécial. Nous ne sommes plus au gouvernement depuis janvier 2019. Donc c'est tout à fait normal que nous n'y soyons pas. Et puis, bon, c'est tout à fait normal que les opposants soient opposants et que le pouvoir soit en train de gouverner. Nous sommes dans notre rôle pour garder l'équilibre dans un pays. Il y a un ministre Agba qui disait qu'il y avait du rufifi dans votre parti. C'est pourquoi vous n'étiez pas dans le gouvernement. Vous savez, le très respectable et vénérable, hein, si on peut l'appeler ainsi, ministre Agba, qui est parmi les sages de UNIR, a exprimé une position. Personnellement, je préfère ne pas la commenter. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes chefs de file de l'opposition et que donc notre place n'est pas au gouvernement en ce moment. Il y avait eu un écrit sur votre patron, que votre patron quitte Accra. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il quitte Lomé ou bien il quitte Accra? S'il quitte Accra, c'est tant mieux parce que ça veut dire qu'il vient à Lomé. Non, notre patron est à Paris, confiné à Paris et il sera là bientôt. Il est chef de file de l'opposition. Donc nous sommes en train de travailler ici, il n'y a pas de problème. Il est souvent à Accra, on va lui rendre compte des travaux que nous faisons ici. Il va à Accra, oui. J'ai lu l'article du journal Alternative. Il n'y a rien là. Ce n'est pas comme d'autres informations erronées. Ça, c'est une information vraie. Le président national a déménagé une partie de ses affaires dans la maison de son père à Lomé et il va faire donc la navette entre Lomé et Accra comme il l'a toujours fait. Donc le journal a dit la vérité? Oui, absolument. J'ai lu l'article, il n'y a pas d'insulte, il n'y a rien. C'est le travail propre. Comprenons-nous bien. Nous ne critiquons pas pour critiquer. Si Ferdinand fait bien, on doit dire qu'il fait bien. Ça, c'est un article. Et oui, il a décelé une information qui est avérée. Le patron a emballé ses affaires, il les a déménagées chez son père. Et il fait la navette entre Accra et Lomé, comme il a toujours fait. Mais il est toujours chef de file de l'opposition et il va être toujours là à faire son rôle pour le moment. Quel bilan peut porter pour les 30 ans de lutte au Togo? Mon cher ami, 5 octobre 90, 5 octobre 2020. 5 octobre 90, 5 octobre 2020, c'est 30 ans de lutte. Si je regarde, je prends une vue d'ensemble, je dirais que sur cette période-là, nous sommes passés d'une structure de parti unique à une structure de démocratie multipartite. Bon, malheureusement, la structure démocratique que nous avons mise en place sont encore, dans certains domaines, animées avec la mentalité du parti unique, ce qui fait que les choses sont difficiles. Et quand je dis que les structures démocratiques sont animées avec une mentalité de parti unique, ce n'est pas seulement l'apanage du parti au pouvoir. Nous avons la même chose dans l'opposition. C'est-à-dire que vous avez des partis qui tournent autour d'un individu, parfois de sa famille, de ses amis, et la succession est héréditaire. Donc on ne fait pas nécessairement les congrès à temps, ou bien même quand on les fait, c'est toujours les mêmes qui sont reconduits. La démocratie telle qu'on devrait la vivre, pas seulement dans sa lettre, mais dans son esprit, a encore du chemin à faire. Donc je dirais que, et c'est une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas encore obtenu l'alternance entre la majorité présidentielle et l'opposition. Il y a eu une alternance au sein de la majorité présidentielle et un renouvellement de leur classe politique. Mais au sein de l'opposition, c'est maintenant que ça commence avec la disparition d'un certain nombre de leaders et le départ à la retraite de d'autres. D'autres émergent. Et mon souhait, c'est que si nous voulons vraiment faire la démocratie, c'est important qu'on fasse la démocratie au sein de nos partis et qu'on travaille à améliorer la gouvernance dans le pays. Et de façon à ce que si la gouvernance s'améliore dans le pays, les choses vont aller de soi. C'est-à-dire que si la gouvernance est améliorée dans le pays, le pouvoir fait son travail qui est d'exécuter, le pouvoir de gouverner. L'opposition fait son travail qui est de s'opposer, de faire des propositions. La société fait son travail qui est de promouvoir la bonne gouvernance sans que tout le monde ne soit dans le clivage. Quelqu'un doit partir pour que nous en arrivions. Si on arrive à sortir de ce schéma-là et qu'on améliore la gouvernance, tout le monde comprendra que quand on va aux élections, ce n'est pas un combat à mort entre les enfants d'un même pays, mais qu'il s'agit
de se départager sur la base de programmes. Et qu'après l'élection, on laisse la partisanerie de côté, on se remet ensemble pour construire le pays. Et à l'approche de l'élection, chacun propose ce qu'il veut aux populations et elles choisissent. Je pense que c'est très important. Parce que où est-ce qu'on est maintenant? Les gens pensent que si on chasse quelqu'un et qu'eux ils arrivent, on aura la démocratie. Pas forcément. Si tu ne fais pas la démocratie au sein de ton parti politique, comment tu vas le faire à l'échelle de la nation? Donc c'est pourquoi nous nous disons qu'il faut améliorer la gouvernance, c'est-à-dire que donc au sein des partis politiques, la démocratie fonctionne. Si c'est tous les 5 ans, 7 ans, 3 ans, 2 ans que tu dois faire ton congrès, tu le fais, ça fonctionne. Quand on te donne le pouvoir d'État, tu vas pouvoir répliquer ce que tu fais au sein de ton parti. Mais si, comme parti politique, il n'y a pas de démocratie en ton sein, pour surveiller même les élections, c'est comme si, comme ça, chaque fois, on n'arrive pas à savoir exactement quel est le vrai résultat des élections, parce que soit il y a des combines ou bien on ne s'entend sur rien. La démocratie sera dans nos bouches et nous serons un pays qui a des structures démocratiques, mais où la démocratie, ça sera une démocratie sans démocrate. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc le bilan, c'est que maintenant nous avons des structures démocratiques. Maintenant, il faut enraciner la culture démocratique. Il faut qu'on accepte les principes démocratiques et qu'on se batte pour améliorer la gouvernance. Et quand on va le faire, vous allez voir que l'alternance deviendra simplement un symptôme. C'est que on est allé à l'élection, il n'y a pas un problème. Chacun surveille le vote et puis chacun a ses résultats. On ne va pas être dans des histoires de ah, j'ai les résultats, mais toi tu peux pas ceci, toi tu peux pas. Non, ça va être ouvert. Même vous, la presse, vous allez pouvoir ouvrir les élections et puis les résultats sont publics. Donc, graduellement, on va y arriver. Le ministre que M. Agbeyome a nommé a tout récemment démissionné et M. Agbeyome a renommé un autre ministre. Quelle appréciation vous donnez à ce qui se passe? Cette affaire-là, je dirais que M. Antoine Nadjombe est quelqu'un avec qui nous avons fait la lutte politique pendant de nombreuses années. Et personnellement, je peux vous dire que c'est un monsieur qui est honnête, c'est un monsieur qui est intègre. Maintenant, nous sommes dans pas différents camps, mais nous ne jouons pas, nous n'avons pas la même méthode pour arriver au résultat que nous demandent les Togolais. Donc j'imagine que sur la voie qu'ils ont choisie, ceux qui les dirigent sur cette voie-là ont voulu avoir autre chose à l'avant de leur mouvement et c'est pourquoi il n'est pas là. Donc je ne pense pas qu'il y ait un problème de sa qualité ou de sa capacité dans quoi que ce soit. Moi, ce que je souhaite, c'est que la dynamique Bodro, et je vous le dis très sincèrement, la dynamique Bodro rentre dans la République et joue un rôle important. Parce que je pense que quand on a obtenu le score que la dynamique Bodro a obtenu à l'élection présidentielle, il vaut mieux qu'il peut-être se constitue en parti politique ou en une force politique capable de proposer quelque chose de plus consistant au Togo, aux Togolais. Vous voyez. Donc bon, pour revenir à la question de M. Nadjombe, donc je dirais que bon, c'est quelqu'un qui est honnête, qui est intègre, qui est compétent. Et bon, ce qui se passe à la dynamique Bodro, c'est leur cuisine interne. Je préfère ne pas commenter, ne pas aller dans les détails sur cette affaire. Une femme Premier ministre au Togo, quelle analyse vous en faites? C'est une très bonne chose, pour être tout à fait honnête avec vous. Déjà, quand nous sommes arrivés au Parlement au mois de janvier 2019, au mois de février et mars, au mois de mars particulièrement, si vous réécoutez l'interview que j'ai accordée à Nana FM, je disais déjà que lorsqu'on a 30% de femmes dans une structure dirigeante, ça améliore la qualité de la gouvernance et ça améliore les résultats qu'on obtient. Et ça, c'est basé sur des études faites par des économistes que j'avais cités à l'époque. Les noms ne me reviennent pas en tête ici, maintenant. Et c'était donc un plaidoyer. Et à cela, je disais aussi qu'il fallait mettre en place une commission de la femme pour recenser tous les problèmes que les femmes ont dans ce pays-là. Et une fois qu'on a recensé tous ces problèmes-là, on voit au niveau de l'exécutif et du législatif qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le cadre législatif et qu'est-ce qu'on peut faire au plan exécutif pour faciliter la vie aux femmes et mettre en place des politiques discriminatives pour faire leur promotion. Donc quand on a une première ministre femme et le tiers du gouvernement qui soit composé de femmes, c'est une bonne chose. Maintenant, on va voir le travail qu'ils ont à faire et on leur souhaite bon vent. Nous sommes dans notre rôle d'opposition. Donc,
qu'ils ne s'attendent pas à ce que, parce que ce sont des femmes, on sera plus tendre avec eux dans nos critiques ou bien dans notre action de contrôle de l'action gouvernementale. Nous allons les suivre comme nous aurions surveillé des hommes aussi. Monsieur Honorable Alipi, merci. C'est moi qui vous remercie.